Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce quatrième webinaire organisé par le cabinet Hugues-Lepage Avocat autour des questions du droit solaire. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et honneur d'accueillir Franck Berger qui présente la société Eneralis qui produit de l'hydrogène vert. Il nous expliquera techniquement ce que cela représente. C'est une séance qui est donc consacrée à l'aval des énergies renouvelables. On a parlé des communautés d'énergie, on a parlé de l'autoconsommation, on a parlé de l'agrivoltaïsme qui a recueilli beaucoup d'intérêt il y a 15 jours. Et donc aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qu'on peut faire aussi avec des énergies renouvelables en dehors de la consommation immédiate d'électricité, mais la fabrication de l'hydrogène. Alors, je me permettrai de faire un petit rappel juridique, si je puis dire, sur le contexte juridique de l'hydrogène vert, avant de laisser avec beaucoup de plaisir la parole à Franck Berger, puis pour vos questions. Alors, c'est un sujet très important. Du reste, le président de la République, on a parlé hier soir au débat de l'hydrogène vert, qualifié à tort de vert d'ailleurs, on va voir pourquoi dans un instant. Donc, mon propos sera autour de 3 points assez rapides. Le contexte juridique interne de l'hydrogène vert, le contexte européen et quelques rappels législatifs et réglementaires concernant le régime de production et de stockage, de transport et de distribution et l'autoconsommation. Alors, la loi reconnaît aujourd'hui 3 types d'hydrogène, il ne faut pas se tromper. C'est l'ordonnance du 17 février 2021 qui s'est traduite par une nouvelle disposition du Code de l'énergie, article L811-1, qui reconnaît 3 types d'hydrogène. Alors, le premier, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'hydrogène renouvelable. C'est le seul qui a le droit de s'appeler hydrogène vert. L'hydrogène renouvelable, il est produit dans tous les cas à partir d'un procédé de production utilisant les sources d'énergie renouvelables définies à l'article L211-2 du Code de l'énergie. Il émet une quantité d'équivalent de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit inférieure ou égale à un seuil qui doit être défini, qui n'est pas encore. Plusieurs procédés de production sont possibles. M. Berger nous en parlera de manière beaucoup plus savante que moi, le plus connu étant celui de l'électrolyse de l'eau. Le premier, c'est l'hydrogène renouvelable, c'est l'hydrogène vert. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, hydrogène bas carbone, dont la France est très friande. Pourquoi? Parce que cet hydrogène bas carbone est produit à partir d'un procédé de production qui respecte le même seuil que pour l'hydrogène renouvelable, mais qui n'est pas renouvelable pour la bonne et simple raison que son origine énergétique n'est pas renouvelable et c'est l'hydrogène produit à partir du nucléaire, essentiellement, bas carbone. Et puis vous avez une troisième catégorie, qui est l'hydrogène qui n'est ni bas carbone ni renouvelable, c'est l'hydrogène carboné. C'est l'essentiel de l'hydrogène produit aujourd'hui quand même, hein, qui est donc produit à partir d'hydrocarbures, de gaz, de fioul, et donc qui, sur le plan climatique, ne fait absolument pas avancer le schmilblick. Voilà donc pour les définitions. Maintenant, voyons un point très important, je pense que Franck Berger reviendra là-dessus, qui est les garanties liées à l'hydrogène vert. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est sûr, comment est-ce que le client est sûr qu'il s'agit bien d'un hydrogène produit à partir de renouvelables. Alors, il y a 2 systèmes, ce que beaucoup critiquent d'ailleurs, l'un qui est quand même l'un qui est minimaliste et l'autre qui est beaucoup plus sérieux. Système minimaliste, c'est celui dit des garanties d'origine. Il s'inspire du système existant pour l'électricité produite à partir des énergies renouvelables, article L314-14 du Code de l'énergie. La garantie d'origine atteste que l'hydrogène renouvelable existe, mais il est susceptible d'être mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation. La garantie, donc, qui concerne la partie renouvelable de cet hydrogène,
est émise lors de la production et elle peut être cédée indépendamment de l'hydrogène produit. Donc, il y a une différenciation qui se fait entre la garantie et le produit lui-même. Le deuxième système est plus solide, c'est celui de la garantie de traçabilité. Il atteste que l'hydrogène renouvelable n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène, donc vous avez bien de l'hydrogène vert, si j'ose dire, entre vos mains. Les garanties de traçabilité permettent à un consommateur de prouver sa consommation effective d'hydrogène renouvelable. La garantie est cédée en même temps que l'hydrogène produit, et cette garantie de traçabilité interdit le mélange. Voilà donc pour les garanties. Les mécanismes de soutien. Élément très important parce que la difficulté vient de ce qu'aujourd'hui, la production d'hydrogène vert est beaucoup plus coûteuse que la production d'énergie d'hydrogène carboné. C'est la raison pour laquelle les articles L812.1 et suivants du Code de l'énergie ont prévu un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Là, il y a une assimilation entre les deux. On trouve bien la patte, si je puis dire, de la conception française, par électrolyse de l'eau. Pour bénéficier de ce soutien, qui est ouvert à toute personne installée sur le territoire d'un État membre, mais la production doit être en France, sur le territoire français. Cette installation doit répondre à un certain nombre de critères posés par l'article L812.1 et faire l'objet d'une procédure de mise en concurrence proche de celle qui existe pour les autres énergies renouvelables. Appel à projet, première étape, puis examen individuel des projets, deuxième étape. Il devrait y avoir un décret en Conseil d'État qui interviendra pour préciser cette procédure. C'est une aide au fonctionnement ou ça peut être une aide à l'investissement et au fonctionnement avec une limitation pour que, jointe à d'autres aides, cette aide n'excède pas un niveau de rémunération raisonnable des capitaux. J'ajouterai, sur terminer ce point, que dans le cadre du plan hydrogène de 2019, il y a un certain nombre il y a une stratégie qui a été développée avec différentes, entre guillemets, briques qui touchent d'une part aux composants et aux systèmes innovants, deuxièmement aux pilotes innovants industriels et réseaux de fourniture temporaire ou localisés d'énergie, et en particulier le système du power to gas, auquel peut-être M. Berger reviendra tout à l'heure. La conception et la démonstration de nouveaux véhicules, en particulier de véhicules lourds, terrestres ou maritimes, et enfin des démonstrateurs d'électrolyse. Voilà, j'ai été très, très vite pour dire un peu ce qui se passe au niveau français. Alors, au niveau européen, le niveau européen, il n'est jamais très loin quand on parle du niveau français. Nous avons une stratégie d'hydrogène pour une Europe climatiquement neutre qui a été adoptée en juillet 2020 avec plusieurs étapes. 2020-2024, installation d'une capacité d'au moins 6 gigawatts d'électrolyseurs pour produire de l'hydrogène renouvelable jusqu'à 1 million de tonnes. 2025-2030, l'hydrogène prend place dans le système énergétique intégré de l'Union avec une capacité de 40 gigawatts d'électrolyseurs permettant la production de 10 millions de tonnes. Et de 2030 à 2050, on a un système qui est largement fondé sur l'hydrogène vert. Le paquet Fit for 55, présenté en juillet 2020, initie la modification d'un certain nombre de textes concernant l'hydrogène vert, en particulier la directive sur les énergies renouvelables, dite RED II, avec un nouvel objectif de 40% d'énergie renouvelable contre 32% auparavant. Dans ce cadre, l'hydrogène voit son rôle accru, en particulier pour inciter l'industrie à adopter des processus de production renouvelables, utilisant des matières premières issues de sources renouvelables, comme cela est le cas pour l'hydrogène renouvelable. Le développement de carburants d'origine renouvelable d'origine non biologique, c'est comme ça que ça s'appelle dans la nomenclature communautaire, renouvelable d'origine non biologique, ça veut dire que ce n'est pas les agrocarburants. En gros, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire que ce n'est pas issu de tout ce qui est le végétal de près ou de loin, destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, devrait représenter 50% de l'hydrogène destiné à des utilisations
finale énergétique et non énergétique dans l'industrie d'ici 2030. Par ailleurs, le projet de règlement propose d'installer au plus tard, au 31 décembre 2030, des points de ravitaillement d'hydrogène tous les 150 km pour permettre aux automobilistes d'utiliser ce combustible de manière plus aisée. Un peu comme pour l'électricité, sauf que c'est un peu plus éloigné. On peut se référer également au rapport adopté par le Parlement européen sur la stratégie européenne pour l'hydrogène d'avril 2021, avec toute une série de mesures très intéressantes qui sont proposées, mais je ne veux pas être trop longue, donc rentrer trop dans les détails. D'autres textes communautaires sont également interpellés, en dehors de RED 2 dont j'ai parlé il y a un instant. Le système européen de quotas d'émissions qui doit libérer le potentiel de l'hydrogène pour répondre aux objectifs climatiques. La directive sur la taxation de l'énergie, l'objectif étant de réduire les taxes et redevances sur les énergies renouvelables. Et enfin, le règlement RTE-T 1315-2013 et la directive 2014-94 sur le déploiement des infrastructures pour les carburants alternatifs, là un des usages de l'hydrogène vert. J'en viens maintenant très rapidement au contexte législatif et réglementaire relatif à la production et à l'utilisation de l'hydrogène vert qui rejoint les règles générales de l'hydrogène. D'abord, les installations de production et de stockage. On est dans le cadre de la législation installation classée, ICPE, avec la rubrique 3240 qui concerne la production d'hydrogène dès lors qu'il s'agit d'une production dite entre guillemets industrielle. S'agissant du stockage et de l'emploi d'hydrogène, c'est la rubrique 4715 qui s'applique au-delà de 100 kg d'hydrogène stocké. Si c'est moins de 100 kg, il n'y a pas de besoin d'autorisation, ni de déclaration, ni de rien du tout. Entre 100 kg et une tonne, c'est la déclaration. Au-delà d'une tonne, c'est l'autorisation plein pot, si je puis dire. La distribution d'hydrogène, annexe 2 du décret du 22 octobre 2018, est concernée par la rubrique 1415 qui concerne les stations-service où l'hydrogène gazeux est vendu aux véhicules. Le seuil de cette déclaration est une quantité journalière distribuée de 2 kg par jour. Le transport et la distribution sont également visés par le Code de l'énergie. Je ne rentre pas dans les détails. Je cite simplement pour ceux que ça intéresse les articles qui sont concernés. C'est L831-1 et 2 et L832-1 et 2 pour la distribution. L841-1 pour le stockage et L851-1 et L851-2 pour la vente d'hydrogène renouvelable. Enfin, et dernier point sur lequel je voudrais dire un petit mot, parce qu'il rejoint des webinaires que nous avons eus et sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'autoconsommation. L'hydrogène fait partie des énergies renouvelables qui peuvent être autoconsommées. C'est prévu aux articles L813 1 et suivant du Code de l'énergie, qui en définit les conditions. Il faut que l'hydrogène soit produit et consommé sur un même site, dit d'autoproduction, par un ou plusieurs producteurs et utilisé par un ou plusieurs consommateurs. Donc, on est dans un cadre que nous connaissons bien et qui est celui de l'autoconsommation individuelle ou collective. À ceci près que le texte précise que l'hydrogène peut être soit consommé, soit stocké sur le même site. Autrement dit, nous sommes dans un cadre, je dirais bien classique, qui renvoie aussi à la possibilité de mettre en place des communautés locales d'énergie ou des communautés d'énergie citoyenne qui pourront gérer ces opérations d'autoconsommation. Voilà, j'en ai terminé. J'espère n'avoir pas été trop longue et ennuyeuse. Les questions juridiques ne sont jamais des questions très sexy, mais elles sont indispensables pour monter les opérations. Il faut bien faire comprendre que cet hydrogène vert est traité comme les autres énergies renouvelables de plus en plus. Il y a une assimilation, même si par ailleurs, du fait de ce produit et de ses caractéristiques, il est soumis aussi à d'autres dispositions législatives et réglementaires qui concernent toutes les formes d'hydrogène et pas seulement l'hydrogène vert. Voilà, j'en ai terminé et c'est très volontiers que je passe la parole à Monsieur Berger. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci Corinne Lepage de nous avoir choisi en fait pour ce sujet qui est ô combien d'actualité et passionnant. Je me présente rapidement, donc Franck Berger, je suis le président et cofondateur avec mon associé Nicolas Miti d'Eneralys.
Nous avons créé une Neralis en février 2021 avec un objectif très clair de mettre en œuvre en fait des usines de production d'hydrogène vert avec une cible qui est la mobilité lourde en dehors des grandes zones industrielles, donc au cœur des territoires, pour rendre l'hydrogène accessible et ceci à un prix le plus compétitif possible. Alors, si j'ai prévu effectivement de vous parler d'abord du marché de l'hydrogène vert, Margot, si tu peux juste passer le slide suivant. En fait, ce marché, c'est ce qui nous a fait lancer dans cette aventure. C'est déjà la volonté et l'ambition en fait de l'Europe de réduire les émissions de CO2. Corinne en a parlé précédemment, le plan Fit for 55 avec l'ambition de réduire de 55% les émissions de CO2. C'est un vecteur d'accélération dans la transition énergétique. Et puis la France qui a annoncé assez tôt, donc dès l'été 2020, de devenir le leader de l'hydrogène vert mondial, sujet et ambition très affichée, et c'est effectivement très ambitieux avec un objectif de 6,5 gigawatts d'électrolyseurs, donc c'est assez énorme. Et donc ce marché de l'hydrogène vert en France, on est vraiment aujourd'hui ce qu'on peut appeler un passage à l'échelle industrielle qui est en cours pour l'ensemble en fait des composantes. La filière hydrogène est composée de beaucoup de choses, puisque vous avez les véhicules, vous avez les producteurs avec les électrolyseurs. Dans les véhicules, il y a les piles à combustible. Donc tous ces sujets-là en fait sont en train de passer à l'échelle industrielle, et ça c'est un élément extrêmement important. Si on regarde en fait les usages de l'hydrogène vert, vous allez avoir vraiment deux types d'usages. Le sujet en fait de la décarbonation d'industrie, d'une part, et puis d'autre part, tout ce qui est l'utilisation de l'hydrogène vert pour la mobilité. Alors la mobilité dite intensive, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, et là on a une offre émergente et avec une accélération prévue autour des véhicules, j'en reparlerai un petit peu plus tard aussi, prévue pour 2023-2024. Si on regarde les zones d'implantation de cette production d'hydrogène vert en France, vous avez aujourd'hui des grands projets d'usines de production d'hydrogène vert dans les 7 grands bassins industriels avec vraiment une cible qui est la décarbonation de l'industrie. Et puis ensuite, le reste du maillage du territoire est finalement assez faible. On retrouve beaucoup de petites initiatives pour répondre à une problématique naissante de verdissement de flotte, donc pour des bus, pour des bennes à ordures, et donc pour de petites peu d'utilisation aujourd'hui. Donc ça c'est donc un maillage finalement relativement faible du territoire hors des grands bassins industriels. Si on fait un focus sur l'hydrogène vert, Margot, merci. Si on fait un focus sur l'hydrogène vert, bon, l'hydrogène vert, vraiment, tout le monde est convaincu, ça sera un acteur incontournable de la transition énergétique et qu'il fera partie de ce fameux mix énergétique. C'est une énergie propre. Aujourd'hui, quand vous produisez en fait de l'hydrogène vert, donc par électrolyse de l'eau, on produit zéro émission de CO2. Donc, Corinne en a un petit peu parlé tout à l'heure. Vous avez différentes couleurs autour de l'hydrogène vert. Si on fait un petit focus sur l'hydrogène vert, c'est vraiment l'électrolyse de l'eau à partir donc en entrée d'électricité d'origine renouvelable. Dans notre cas de figure, on va coupler en fait nos usines de production d'hydrogène vert, et donc ce qui assure une traçabilité avec une ferme solaire, hein, en l'occurrence, mais ça pourrait être un champ éolien, ça pourrait être de l'hydraulique. Donc vous avez une connexion directe avec un champ et les usines, et puis vous complétez en fait par sous-tirage réseau avec de la garantie d'origine, donc ce qu'on appelle des corporate green PPA ou des green PPA, ce qui permet effectivement, à partir de cette électricité qui est 100% renouvelable, de produire de l'hydrogène 100% vert. En ce qui concerne la mobilité intensive, aujourd'hui, c'est vraiment la solution 100% verte, hein, l'hydrogène vert. Et il faut savoir que l'hydrogène vert est un vecteur énergétique extrêmement performant, puisque dans 1 kilo d'hydrogène, vous avez en termes énergétiques 3 à 4 fois plus d'énergie qu'un kilo d'essence. Slide suivant. Si on fait un focus maintenant sur la mobilité. La mobilité et les transports de manière générale, ça représente 31% des émissions de CO2, donc c'est de loin le secteur le plus émetteur en fait de CO2, et donc il y a un vrai enjeu
aujourd'hui à décarboner effectivement cette mobilité. Alors, il y a tout un ensemble de réglementations et de législations qui vont nous aider dans cette accélération en fait de transformation des usages et qui vont être un accélérateur de verdissement des flottes et notamment pour les professionnels. Avec, je dirais la première chose qui nous vient en tête, c'est la directive européenne de la fin des ventes des véhicules thermiques en 2035, qui a fait beaucoup grincer des dents, mais qui montre aussi l'enjeu dans lequel on est. Je dirais le verdissement des flottes devra se faire effectivement avec une évolution et des contraintes qui permettront notamment aux professionnels de basculer et de verdir leur flotte. Ensuite, il y a tout ce qui est la législation autour de la mise en place des ZFE, donc des zones faibles émissions mobilité. Comme point de repère, dès 2025, les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront passer en ZFE M. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire des contraintes pour réduire les émissions de CO2 dans les agglomérations qui seront passées ZFE. Et puis, vous avez la loi climat résilience de 2021 qui impose pour tous les renouvellements de flotte, que ce soit pour l'État, pour les établissements publics, pour les collectivités, mais aussi les organismes privés, à avoir dans les appels d'offres un pourcentage qui devient de plus en plus important de véhicules zéro émission. Donc, ça veut dire quoi, véhicule zéro émission? C'est soit du véhicule 100% électrique, soit du véhicule hydrogène. Et pour avoir un ordre d'idée en tête, en 2027, ce qui sera imposé aux collectivités et à l'État, c'est 70% dans ces appels d'offres-là de véhicules zéro émission et de 40% pour les organismes privés. Vous voyez qu'il y a là vraiment des obligations qui vont être très contraignantes. Après, on a affaire à des professionnels et ils ont l'habitude de faire tourner leur flotte et de faire de remplacer leur flotte régulièrement. Donc, ça leur donne des perspectives en fait pour transformer leur flotte vers du verdissement de flotte. Slide suivant. Alors, si on parle de alors, le marché ciblé effectivement sur la partie mobilité terrestre intensive. Donc, la mobilité terrestre intensive ou dite lourde, c'est la mobilité en fait qui impose ou qui a des contraintes en termes de transport en fait de charge ou d'utilisation intensive ou de kilométrage. Donc, pour toutes ces raisons-là, quelque part, l'hydrogène ne va pas venir en concurrence du 100% électrique. Il vient plutôt en complément ou répondre à des besoins en fait d'utilisation intensive. Donc, on va retrouver en fait dans ces cibles d'usage tout ce qui est transport de personnes et on pense notamment aux autocars interurbains. Les bus, on pense que les bus urbains, s'ils ne font pas plus de 300 km par jour, l'électrique est largement suffisant et tout à fait adapté. Par contre, pour les bus ou les autocars qui font plus de 300 km par jour, là, effectivement, il y a un intérêt à avoir des bus et des autocars hydrogène. Une population et une cible professionnelle qui va être aussi très preneuse en fait de ces véhicules hydrogène, ça va être les taxis et les VTC. On voit déjà effectivement, notamment en Ile-de-France ou sur Paris, les taxis hype qui sont 100% qui fonctionnent à l'hydrogène. Et donc là, il y a une forte volonté de déployer en fait ces taxis en Ile-de-France. Les autres cibles, assez classiquement, on va retrouver en fait du transport de marchandises, notamment avec les cibles privilégiées poids lourds, les véhicules utilitaires légers, et notamment les véhicules utilitaires légers frigorifiques qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner, les bennes à ordures qui vont être aussi des cibles privilégiées. Si on regarde un petit peu l'évolution et les roadmaps en fait des constructeurs par rapport à cette transformation en fait des usages, on estime qu'aujourd'hui, on est sur des pré-séries sur des poids lourds, des véhicules utilitaires légers qui varient entre 2022 et 2024. Et on va commencer à voir apparaître des séries, donc des baisses en fait de coûts et de prix de ces véhicules aux alentours de 2027 jusqu'à 2028 et une maturité du marché qu'on estime à partir de 2027. Donc ça, c'est un point important parce que nous, en tant que producteurs, on s'inscrit en fait dans une cible et dans un atterrissage d'usines qui vont être là pour répondre à des besoins dans un marché mature, donc aux alentours de 2026-2027.
Si on fait, là, j'ai voulu vous donner un peu quelques chiffres aussi pour matérialiser ce que ça veut dire en termes de besoins, en termes d'hydrogène vert. Si on regarde à horizon 2030, une hypothèse en fait de bascule de 5% du marché ciblé, donc ces fameux VTC, ces poids lourds, ces VUL. Si on regarde effectivement 5% de ce marché-là qui bascule à l'hydrogène en 2030, on arrive sur 340 000 véhicules hydrogène à horizon 2030, ce qui fait 2285 tonnes d'hydrogène par jour en termes de besoins. Sur ce marché-là, notre ambition, avec une vingtaine d'usines, est de prendre de 1 à 6% en fait de part de marché au niveau national. Donc ça, c'est nos ambitions. Alors, si on regarde justement et si on fait un focus cette fois sur Eneralys, slide suivant, Margot, merci beaucoup. Donc la proposition de valeur en fait que l'on affiche, c'est de déployer en fait la production d'hydrogène vert dans les territoires en dehors des grands bassins industriels. Donc pour nous, c'est un moyen aussi de mailler et de revitaliser les territoires. On a construit en fait et on a imaginé un modèle d'usine dit semi-centralisé, donc qui est industriel, qui est avec du volume et qui approvisionne une zone de chalandise de 100 à 150 km. Ce qui est très important aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est que on se couple à chaque fois à des fermes solaires ou des fermes agrivoltaïques. Alors c'est important pour nous parce que finalement, en discutant depuis 1 an et demi avec nos partenaires solaires, on s'aperçoit qu'il y a un vrai intérêt et il y a un vrai débouché. Il y a beaucoup aujourd'hui de projets solaires qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de débouché, soit parce qu'ils sont trop loin ou c'est trop coûteux en termes de raccordement réseau, et dans ce cas-là, c'est nous qui prenons à notre charge ce raccordement réseau, soit parce que effectivement ils ne sont pas retenus sur des appels d'offres creux qui leur permettent d'avoir un débouché sur la vente de leur électricité renouvelable. Donc finalement, on arrive avec une solution qui est un vrai débouché pour les industriels du solaire et qui permet effectivement un couplage intelligent pour accélérer la production d'énergie renouvelable et notamment d'énergie solaire. Alors l'agrivoltaïsme, on en parle un peu plus loin, mais là aussi, il y a un vrai enjeu de valorisation des exploitations agricoles et de complément en fait d'exploitation agricole avec une approche agrivoltaïque dynamique et notamment qui a été présentée au dernier webinaire par Yves Kéromain de notre partenaire Elfi. Donc tout ça fait que on construit un modèle qui veut sortir en fait de l'hydrogène compétitif à tarif compétitif. Donc notre ambition est vraiment de devenir un producteur d'hydrogène vert de référence pour la mobilité en France pour l'instant. Slide suivant. Donc on a imaginé en fait un plan national avec des critères où on veut s'implanter en fait dans des zones rurales, là où il y a du foncier disponible et abordable, notamment pour nos partenaires solaires, avec dans des zones en fait qui sont entre des grandes agglomérations. Donc on a choisi un critère d'être dans notre zone de chalandise de 100 à 150 km autour d'agglomérations de plus de 150 000 habitants. Donc, on a imaginé et positionné et ciblé des zones géographiques. Il y en a une vingtaine en France, vous la voyez sur cette carte, en dehors des grandes zones industrielles, les grandes zones qui sont en bleu, avec des zones de chalandise qui sont de 100 à 150 km. Donc, avec une vingtaine de sites, vous couvrez, je dirais, l'entièreté du territoire national. Ces zones et ces lieux sont imaginés avec un dimensionnement qui permettent en fait la croissance des usines et la scalabilité des usines. Slide suivant, on va passer effectivement ensuite à la priorité que l'on s'est donnée. Donc aujourd'hui, on est sur un plan national du développement et de l'implantation de 6 usines couplées à des fermes solaires ou des fermes agrivoltaïques. Vous voyez effectivement ces priorités en vert, les points verts, et notamment on va retrouver en fait l'est de l'Occitanie,
la Bretagne, qui est un territoire privilégié, qui est très dépendant en fait des transports routiers. Vous voyez, quand on en parlera tout à l'heure, on veut construire 2 usines en Bretagne. Vous avez aussi la région de Reims, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, autour de Poitiers, et puis le centre Val-de-Loire. Donc, ce sont nos premières implantations. Et donc, l'idée est de prendre des positions stratégiques, régionales, dans ces régions-là pour sortir des usines à partir de 2025 pour le Gard, l'Est de l'Occitanie, et puis 2026-2027 pour les autres. Donc, si on fait un focus sur Lluc, donc dans le Gard, donc c'est vraiment notre projet pilote, hein, c'est notre projet vitrine. On est et vous voyez un peu la vue paysagère en fait de ce projet-là. Donc, on est avec notre partenaire en fait, la compagnie Énergie et Territoire, Elcit, qui est en charge en fait et a les compétences sur la partie solaire. Donc là, on est sur une ferme solaire extensive et non pas intensive. Et puis, on a monté une entreprise qui s'appelle EcoH2, qui est l'usine en fait d'hydrogène. Donc là, sur cette étude paysagère, on fait partie en fait d'un écoparc qui s'appelle l'écoparc des Garrigues, dans lequel il y a un ensemble en fait de projets avec une usine de retraitement des déchets plastiques agricoles, l'usine de production d'hydrogène, la ferme solaire et une ZAE, volonté d'implantation et de développement économique de la communauté de communes dont on dépend. Donc ça se fait, c'est très important, dans le respect de l'environnement et dans avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Donc c'est d'où effectivement cette approche éco-responsable sur lequel on va maîtriser notre impact sur l'environnement, avec une réutilisation aussi de l'eau avec nos partenaires qui sont sur cet écoparc. Donc il y a toute une approche en fait avec une végétalisation des toits, avec une implantation dans le paysage avec le moins d'impact possible, avec une ferme solaire qui est extensive et non pas intensive, et qui permet effectivement de tenir compte de l'environnement dans lequel elle se trouve. Donc c'est vraiment notre projet pilote auquel on tient beaucoup et qui, avec notre partenaire Elcit. Si on regarde le slide suivant un peu plus concrètement, donc la mise en service de cette usine est prévue pour mi-2025, donc ça veut dire qu'on est très avancé dans et les études paysagères et les études environnementales, et en discussion avec les services de l'État pour les autorisations d'implantation. Qu'on a une usine qui est prévue, qui est industrielle, qui est prévue en fait avec une scalabilité pour laquelle on s'adaptera en fonction des besoins du marché, et qui en nominal prévoit 10 MW d'électrolyseurs et donc une production de 3,3 tonnes d'hydrogène par jour. Alors pour vous donner une ordre d'idée, 3,3 tonnes, ça permet d'avitailler une soixantaine de bus ou de poids lourds par jour, hein, ou 600 véhicules légers. Donc cette usine, elle est couplée, comme je l'ai dit, à une ferme solaire qui est aujourd'hui à une dimension de 16 hectares et qui produira 10 MW crête. Et puis on est en discussion pour doubler en fait cette taille. On était hier en déplacement avec notre partenaire pour discuter, échanger pour doubler la taille de cette ferme solaire. Doubler la taille, c'est très important parce que ça permet aussi de se rendre le plus indépendant possible du soutirage réseau, même si c'est en green PPA, mais c'est surtout effectivement se rendre indépendant aussi de la fluctuation des prix d'électricité, et on sait que c'est un sujet d'actualité. Donc l'idée est d'avoir et d'être couplé à des fermes solaires les plus importantes possibles, et de fonctionner aussi avec un stockage sur la production d'énergie renouvelable pour pouvoir ensuite alimenter les électrolyseurs de l'usine. Donc il y aura toute une logistique d'alimentation et d'alimentation en fait des stations qui sont autour de nous, donc dans la zone de chalandise des 100 à 150 km, et une dizaine de camions évacueront du site en fait la production
donc des camions hydrogène évidemment, et évacueront du site la production pour alimenter les stations dans cette zone de chalandise de 100 à 150 km. En termes de données économiques, on a un objectif en fait de prix en station de 10 € hors taxe du kilo d'hydrogène à horizon 2025 et on cible de 7 € à partir de 2030-2031. Alors, on va passer au deuxième projet pour matérialiser un petit peu c'est l'intérêt de ces couplages fermes solaires et usines de production d'hydrogène vert. Là, on parle de nos deux usines suivantes, qui sont deux usines en Bretagne. Alors, comme je l'ai dit, la Bretagne est vraiment une région très dépendante de la mobilité lourde et très consommatrice et très dépendante des transports. Il y a tout le sujet aussi terre maritime et de port. Donc, il y a tout un sujet de logistique autour des ports. Sur ces deux projets, l'originalité peut-être, c'est qu'on est couplé en fait à des fermes agrivoltaïques. Donc là, il y a tout un enjeu en fait aussi de développement d'une filière petits fruits rouges en fait autour de la myrtille, qui trouve tout un intérêt sur ces régions-là et sur ces zones-là de développement économique. Donc non seulement il y a, je dirais, un intérêt autour des usines de production d'hydrogène vert, mais en plus il y a ce couplage avec les exploitants qui développent cette filière. Donc, qui dit d'ailleurs développement de filière, dit développement de la logistique, création d'emplois, transport, et tout ça se fera dans une réflexion évidemment liée à la transition énergétique et liée à l'utilisation de l'hydrogène vert. Donc, alors Yves en avait parlé lors du dernier webinaire. L'originalité de cet agrivoltaïsme, c'est qu'on est sur un agrivoltaïsme dynamique, donc qui permet, avec des technologies assez innovantes, j'irais d'être en support et en aide de la plante pour la protéger, j'irais des intempéries, que ça soit grêle, forte pluie ou même soleil, puisque là on parle d'une plante de sous-bois, mais qui permet aussi finalement d'améliorer la productivité de la plante. Donc on a vraiment un cercle vertueux entre cet agrivoltaïsme sur ces fruits rouges, le couplage à l'usine de production d'hydrogène vert et toute la dynamique économique qu'il y a autour de ça. On a un très bon accueil en Bretagne par la région Bretagne sur ces deux sujets-là. Et donc, on voit que ces deux usines pourront se back-upper et on pourra prendre des engagements encore plus forts sur la livraison auprès des stations dans les zones que vous voyez, les deux cercles là, pour couvrir en fait l'ensemble des besoins de la Bretagne en hydrogène vert. Si on regarde concrètement, Margot, slide suivant, voilà, concrètement, donc là vous avez la reprise en fait des panneaux qui pourraient être utilisés en agrivoltaïsme, donc ils sont dynamiques parce qu'ils bougent, parce qu'ils sont capables avec l'intelligence en fait autour de la météo d'apporter le meilleur apport en lumière et la protection des plantes. Et donc vous avez une image en fait de la future usine d'hydrogène vert. On est là sur des fermes de 26 hectares qui produisent 15 mégawatts crête. Et on travaille en fait pour élargir là aussi avec des exploitants autour de l'usine, en plus de l'exploitant avec lequel nous sommes partenaires, pour avoir ce couplage avec plus de fermes agrivoltaïques et donc plus de production de myrtilles. Petite précision, ces fermes agrivoltaïques, on parlait d'autoconsommation sur l'hydrogène tout à l'heure, on est en autoconsommation donc avec la production d'électricité renouvelable, puisque l'usine achète 100% à la SPV solaire, 100% de l'électricité qui est produite. Et c'est ensuite l'usine qui gère par un système, je dirais, assez innovant d'optimisation des flux électriques et donc des coûts
en entrée des électrolyseurs pour optimiser les coûts de production de cet hydrogène vert. Et donc, on est là aussi sur une usine qui produit 3 tonnes 3 d'hydrogène, mais qui est scalable, qui est capable de passer à 6 tonnes 6, donc à 20 mégawatts d'électrolyseurs, pour répondre finalement aux besoins de la zone de chalandise des 100 à 150 km. Donc voilà, en conclusion, voilà, on vous a illustré avec ces 3 projets la pertinence, je dirais, la complémentarité qu'il peut y avoir entre la production d'hydrogène et la production d'électricité d'origine solaire. Et dans ces 2 modèles, que ce soit une ferme solaire extensive ou une ferme agrivoltaïque, voilà, l'hydrogène est un vrai débouché, et il y a un vrai sujet effectivement de continuer à échanger avec nos partenaires solaires pour trouver de nouveaux projets et continuer à déployer et à remplir les ambitions du plan national hydrogène français avec ces usines au cœur des territoires. Merci Franck, c'était passionnant, très concret. Donc je pense que nos auditeurs ont pu prendre conscience de tout ce qu'on pouvait faire avec l'hydrogène vert, du lien entre hydrogène vert et électricité, énergie renouvelable et électricité verte, avec ce sujet de l'agrivoltaïsme qui effectivement prend beaucoup d'ampleur. Alors, je me tourne maintenant vers Margot, savoir si nous avons des questions, Margot. Oui, nous avons une première question. Quand pensez-vous pouvoir atteindre un maillage de tout le territoire national? C'est une bonne question. C'est effectivement, tout ça demande beaucoup d'argent. Hein, on n'a pas parlé d'argent, mais pour construire une usine en fait de production avec une base nominale de 10 MW d'électrolyseurs, c'est 21 millions d'euros en fait d'investissement de capex. Donc ça veut dire que il faut beaucoup de fonds propres en fait, plus de la dette bancaire. On est une jeune société et donc aujourd'hui on est déjà en capacité en fait de lever des fonds puisqu'on on a lancé en fait une levée de fonds il y a une semaine pour aller chercher en fait 2 millions d'euros de fonds propres dans un premier temps pour supporter en fait le développement des 6 premières usines. On est éligible à un prêt innovation de la BPI à hauteur d'1 million. Donc ces 3 millions d'euros pour l'année qui vient vont servir à durcir en fait les projets et à lancer en fait ces 6 projets. Et puis on a une deuxième levée de fonds qui est d'ores et déjà prévue, qui est de 20 millions d'euros en fait au premier semestre 2023, qui vont venir compléter en fait ces fonds propres pour continuer en fait à durcir en fait ces 6 projets d'usines qui, je le rappelle, sortiront. L'objectif c'est qu'elles sortent 2025, 2026, 2027 pour prendre ces positions sur le territoire. Et puis ensuite, je dirais que ça sera de la dette bancaire pour continuer effectivement ces projets, et puis de l'accélération si les investisseurs en fait nous suivent pour aller chercher ces 20 positions, ces 20 usines ou plus. Là aussi, ça va dépendre en fait de l'évolution du marché et des besoins. On sera scalable par rapport à ça, et donc notre croissance sera aussi dépendante de l'accélération en fait des usages. Et on suivra effectivement l'évolution du marché par rapport à ça. Alors, on a une autre question. Comment sécurisez-vous la vente d'H2 aux stations locales? On est très dépendant effectivement, puisque nos clients, ce sont les stations. Donc on travaille, même si nos stations sortent à partir de 2025, on travaille aujourd'hui d'ores et déjà avec 2 types de partenaires. Le premier partenaire, ça va être les stations, donc les distributeurs. Hein. On retrouve les grands distributeurs classiques, soit énergéticiens, soit indépendants, comme des Proviridis, avec lesquels nous avons passé en fait des accords de partenariat pour développer, imaginer dans les zones géographiques d'implantation des usines, dans la zone de chalandise, donc de l'implantation de stations. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on prend par exemple un Proviridis qu'on connaît très bien, eux, leur objectif, c'est de monter 50 stations d'ici 2025. Et c'est des stations multi-énergie. Donc, c'est des stations avec de la recharge électrique, c'est des stations avec du GNV, et c'est des stations qui prévoient en fait des zones de chargement hydrogène. Donc, eux, ils sont partis. Il faut savoir qu'il faut
moins de temps pour monter une station que monter une usine en termes d'autorisation. Il faut 1 an et demi pour une station, il faut 3 à 4 ans pour une usine. Et donc, on passe des partenariats avec ces distributeurs pour qu'on puisse les avitailler en fait et passer des contrats d'avitaillement. Et ça se fera, le contrat d'avitaillement ferme avec les prix, etc., ça se fera 1 an à 1 an et demi avant la sortie des usines. C'est ce qu'on a pu convenir avec ces distributeurs. Autre question? Oui. Bonjour. Peut-on connaître les rendements actuels et à venir de l'électrolysage 2? Alors, là, c'est une question qui peut être à plusieurs volets. Le rendement, en fait, de l'électrolyse, il est aux alentours, alors si on parle techniquement, il est aux alentours de 60% en fait de rendement. Là, si on prend par exemple les batteries électriques, hein, c'est 80% en fait, 70 à 80% pour les batteries électriques. Les électrolyseurs, on est au début des technologies en fait d'électrolyseurs, donc il va y avoir des améliorations par rapport à ça. Donc le rendement de bout en bout n'est pas terrible si on prend vraiment entrée, apport en fait d'électricité au niveau des électrolyseurs, sortie à la roue des véhicules hydrogène, on est sur des rendements de 30 à 40% aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de pertes. Maintenant, on est au début en fait de l'histoire technologique de bout en bout, et donc tout le monde travaille pour améliorer en fait le rendement de bout en bout. Après, le rendement économique, on est sur des taux de rendement interne économique sur 15 ans aux alentours d'une vingtaine de pourcents. Alors, une autre question. Quels sont pour vous aujourd'hui les principaux freins au développement de cet hydrogène vert? Alors, c'est une question très pertinente. Je dirais que c'est pas vraiment un frein, c'est il faut que pour que l'écosystème en fait d'usage, c'est-à-dire que quand on a passé beaucoup de temps en 2021 à rencontrer les usagers finaux, transporteurs, autocaristes, collectivités, etc. Ils avaient tous la même question. La station d'hydrogène, elle est où? Le prix du kilo en station d'hydrogène, ça sera combien? Et mon TC au véhicule, c'est combien? Donc, en fait, on voit bien que pour le passage à l'échelle et pour un usage, en fait, plus courant de l'hydrogène, il faut qu'on ait un écosystème qui se mette en place. Et c'est ça, en fait, le frein qu'il peut y avoir, c'est qu'il faut en même temps le producteur d'hydrogène vert, la station et le véhicule qui soit disponible, avec un véhicule qui ne soit pas au prix du véhicule hydrogène d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2 à 3 fois le prix d'un véhicule diesel ou essence, mais au prix du marché, à savoir proche d'un prix de véhicule diesel. Donc, en fait, le principal frein, et on va dire le principal enjeu, il est là. C'est-à-dire que effectivement, ces 3 composantes arrivent en même temps dans une zone pour qu'effectivement les professionnels puissent avoir à leur disposition, en fait, parce qu'eux, ils sont convaincus. Hein, ils nous disent tous, voilà, on va parce que l'hydrogène, c'est même pas un sujet. Maintenant, il faut qu'économiquement, c'est du sens pour tout le monde. Donc voilà, c'est en fait le passage à l'échelle de toute la filière qui est aujourd'hui l'enjeu, je ne vais pas dire le frein, mais l'enjeu en fait majeur. Alors, je pourrais rajouter peut-être une petite, voilà, c'est que je pense qu'on pourrait peut-être, pour lever en fait les freins, notamment des primo-accédants, peut-être qu'il faudrait que, je dirais, les subventions ou les aides auprès des usagers de ces primo-accédants aux véhicules hydrogène soient plus importantes. En Allemagne, il est 80%. Hein. Aujourd'hui, il est beaucoup moins en France, même si les régions mettent au pot, les départements quelquefois, et puis évidemment l'État, mais on est encore loin du compte. Et pour accélérer en fait ces premiers usages, il faudrait qu'il y ait des aides plus importantes pour les premiers usagers. On ne pourrait pas imaginer un système de leasing? Alors si, j'étais ce matin
pour Être pas dans le le nommer système avec… d'économie de fonctionnalité, c'est-à-dire qu'en fait, serait vendue une prestation incluant le véhicule et l'hydrogène nécessaire au fonctionnement du véhicule. Est-ce que c'est quelque chose qui a été envisagé, pensé ou pas du tout? Alors, c'est complètement pensé puisqu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui se lancent en fait dans ce modèle-là et ça fait partie de notre écosystème. J'étais ce matin en discussion avec le président de Watèa by Michelin qui propose effectivement une offre, alors pour l'instant sur les véhicules électriques, 100% électriques, mais demain sur les véhicules hydrogène, donc un leasing. Ils vont être facilitateurs en fait. Donc ils vont proposer en fait un leasing sur les véhicules, donc avec du prêt de véhicule sous forme de leasing, avec des cartes d'avitaillement, avec la formation en fait des chauffeurs et toute la maintenance en fait des véhicules. Donc ils amènent tout un écosystème de bout en bout qui sera facilitateur pour les transporteurs. On n'imagine pas, mais les grandes entreprises françaises ont des flottes de véhicules qui sont de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de véhicules qui vont devoir effectivement basculer et se verdir. Bon ben, des Watèa by Michelin, mais il y en a d'autres comme Ivia ou Illico, qui proposent en fait des offres de bout en bout pour être facilitateurs de cette transformation et de ces usages-là. Il y a même des régions qui sont en train de réfléchir et de monter des offres de leasing, en fait, et je pense à la région Occitanie, qui a l'étude, en fait, des offres de leasing, en fait, pour des véhicules hydrogène. Autre question? Est-ce que vous avez des projets d'implantation dans les dom-toms? Pas pour l'instant. On se concentre pour l'instant sur le territoire, donc ici. Il y a déjà un enjeu pour nous en fait de lever des fonds propres pour voilà. Après les dom-toms en fait, on retrouve souvent un sujet d'indépendance énergétique, c'est-à-dire de systèmes autonomes en fait avec du renouvelable, d'électricité renouvelable, de la production d'hydrogène, du stockage d'hydrogène et de la restitution pour électrique. Donc il y a vraiment pas mal d'applications possibles parce que le coût d'électricité dans les dom-toms est plus élevé qu'évidemment ici. Et donc il y a tout un écosystème et il y a déjà des concurrents ou une partie de la filière s'intéresse beaucoup aux dom-toms. Donc non, pour répondre à la question précisément, non, pour l'instant, les dom-toms ne sont pas une cible pour nous. Autre question? Nous n'avons pas d'autres questions. Bon, est-ce que Franck, vous voyez quelque chose à ajouter? Dire qu'on est passionné en fait par cet enjeu majeur autour de l'hydrogène vert, que voilà, on reste à disposition pour tous ceux qui auraient des questions, voire des partenariats à échanger. On a vu qu'il y avait plusieurs volets, plusieurs leviers possibles dans tout ce qu'on a dit sur les écosystèmes, hein, que ce soit du service, que ce soit les stations, que ce soit les partenaires solaires. Donc on est vraiment ouvert à toutes les discussions, on avance vite, mais on est aussi très dépendant des autres et donc on reste très ouvert dans un écosystème où personne ne détient la vérité, mais on sait qu'on devra tous avancer ensemble. Merci. Eh bien, écoutez, c'était un webinaire extrêmement intéressant, concret, qui montre bien quand même qu'on avance. C'est pas facile, tout prend du temps, mais incontestablement, on avance. On peut caresser l'espoir que la France accélère sur les énergies renouvelables. C'est le moment ou jamais, quand on voit la crise des hydrocarbures liée à l'Ukraine d'une part et les difficultés de notre système nucléaire à fournir en électricité de base d'autre part. La seule chose qu'on peut faire à court terme, c'est du développement de renouvelables. Voilà, parce que ça va quand même beaucoup plus vite de créer un toit solaire ou une ferme agrivoltaïque qu'une centrale nucléaire. Voilà, donc le monde du photovoltaïque considère qu'il est en capacité de créer l'équivalent d'un réacteur nucléaire tous les ans, c'est-à-dire 1000 mégawatts. Donc, il faudrait vraiment qu'on s'y attelle et pour ça, effectivement, faciliter les choses à la fois sur le plan réglementaire, mais vous nous avez dit, Monsieur Berger, que
Sur le plan de l'hydrogène, il n'y a pas trop de questions. Il y a d'autres sujets où c'est quand même beaucoup plus délicat. Et puis, que l'on trouve les bonnes martingales économiques pour que ça fonctionne, quoi, tout simplement. Parce que c'est quand même le nerf de la guerre et on peut beaucoup s'inspirer du modèle allemand qui est quand même extrêmement efficace et efficient et qui a su magnifiquement marier à la fois la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Vous allez me dire, ils avaient plus à faire que nous du fait du poids du charbon, ce qui est vrai, mais en même temps le développement de filières industrielles, ce que nous n'avons pas forcément su faire. Voilà. Donc je crois qu'avec l'hydrogène vert, on a quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà, je conclurai en vous remerciant tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, en rappelant que tout ceci est en replay possible sur notre chaîne YouTube. Comme nos webinaires solaires ont eu beaucoup de succès, ce dont je me réjouis, et je remercie tous ceux qui, comme Franck Berger, ont accepté de participer et d'animer ces webinaires d'1 heure. Nous allons continuer avec une séance, donc un nouveau cycle de 4 séances. La prochaine aura lieu le 19 mai avec la société Voltaïca et elle sera consacrée à toute la problématique des toits solaires, c'est-à-dire la production de photovoltaïque sur le toit, toit solaire, à la fois les hangars, mais aussi tout ce qui est les ombrières. Toute la question des toits, avec toute la problématique à la fois juridique et technique que nous essayons de traiter chaque fois, fera l'objet d'un webinaire le 19 mai, puis nous continuerons avec les champs photovoltaïques, avec une nouvelle séance consacrée à l'agrivoltaïsme et une 4e dont nous dévoilerons in fine, ce sera la dernière de la saison, si je puis dire, avant l'été, au mois de juin, le contenu. Voilà, il me reste à remercier beaucoup Franck Berger pour sa participation, à remercier tous ceux qui nous ont écoutés et à vous donner rendez-vous le 19 mai. Merci, bon appétit. Merci à tous.